Très bien. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, on est ravis de vous retrouver pour ce 19e, c'est le 19e rendez-vous de la Société française des urbanistes. Donc, comme d'habitude, on va avoir un exposé aujourd'hui de la part d'Olivier qui va se présenter tout de suite sur donc le sujet des liens par les transports en commun entre la Suisse et la France. Un exposé qui durera entre 20 minutes et une demi-heure, et puis ensuite, donc, on pourra débattre un petit peu de l'ensemble de ce sujet. Donc, les règles sont toujours les mêmes. Pendant que Olivier va prendre la parole, tout de suite, on va éteindre les micros et les caméras. Et puis, on les rallumera donc dès que Olivier aura terminé son exposé. Et donc, ben, je vous retrouve également tout à l'heure. Et Olivier, ben, la scène est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je suis Olivier Boesch, architecte urbaniste. Je travaille au sein de Bureau et Paneret Boesch et Associés, qui sont deux structures qui sont à Paris. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de. Alors, je suis pas un expert, hein, ni en géographie, ni en transport, ni forcément en urbanisme transfrontalier, mais j'aimerais vous raconter un peu l'expérience et ce que j'ai pu découvrir à travers un projet de développement de transport d'un tramway à la française, comme dit Laurent, et d'un projet de transport autour de Genève. Donc voilà, cette agglomération est une agglomération assez particulière parce qu'elle se trouve être transfrontalière, avec une échelle tout à fait singulière aussi, puisqu'on a une ville-centre d'un peu plus de 200 000 habitants sur 16 kilomètres carrés, qui se trouve à l'intérieur d'un canton. Un canton, c'est une des 25 régions, 24 régions en Suisse, euh, qui, euh, qui, elle, abrite plus de 500 000 habitants sur 282 kilomètres carrés. Donc, on voit qu'il y a une préservation importante, en fait, à la fois du tissu agricole et des villages et des communes qui environnent Genève. Mais de fait, l'aire métropolitaine est plutôt de 1 million d'habitants, plus d'1 million d'habitants sur 2292 kilomètres carrés, qui sont en fait ce territoire qui se trouve autour de l'arc lémanique. Alors, dans cette aire métropolitaine, il y a bien sûr des communes limitrophes françaises en Haute-Savoie et dans l'Ain, mais il y a aussi des communes limitrophes côté suisse. Il faut savoir que Genève, le canton, donc c'est 104 kilomètres de frontière avec la France et 4 kilomètres de frontière avec la Suisse, avec une petite enclave au nord, on la verra apparaître de temps en temps sur les cartes. Et ce territoire-là, accueille 550 000 emplois. Donc, on comprend très vite que les 200 000 habitants sont largement insuffisants pour faire fonctionner cette aire métropolitaine. Alors, quand on parle de 550 000 emplois, c'est bien sûr aussi des emplois qui se trouvent à la périphérie, c'est pas seulement les emplois en centre-ville. Et donc, ça fait un fonctionnement un peu particulier, un peu comme une bulle qui doit trouver des porosités et une aire géographique qui est en continu. Alors, si on regarde le territoire, ça ressemble à peu près. La frontière apparaît difficilement, hein, elle apparaît beaucoup plus dans le détail que quand on regarde, même pour faire un aéroport, en fait, l'aéroport qui est à Cointrin, près de Mérin, on le voit, aéroport de Genève, eh ben, en fait, une partie du territoire, quand il a fallu l'étendre, s'est étendue sur les territoires français. De la même manière, le CERN, qui est peut-être le centre de recherche atomique qui se trouve à Mérin, le synchrotron qui fait plusieurs kilomètres de diamètre, eh ben, bien sûr, il est très largement sur les communes de Ferney-Voltaire et Saint-Chiniquy. Donc, en fait, cette aire géographique a toujours trouvé des moyens pour se développer sans forcément stigmatiser la frontière. Mais il n'empêche que pour le transport, ça reste quelque chose d'assez compliqué à gérer. Et d'autant plus que ce qui ne favorise pas non plus le transport en commun, c'est des
des politiques communes de transport commun. Et c'était très long à mettre en place, et ça se met en place petit à petit aujourd'hui. Euh, voilà, là, 42% des actions sur le territoire français. Alors on le voit aussi, c'est vrai que les emplois sont concentrés. Il y a bien sûr des emplois à la périphérie, mais les emplois sont concentrés quand même sur Genève, et surtout le très, très faible taux de report modal sur le transport en commun, qui n'est pas forcément lié à une préférence de la voiture. C'est vraiment une question de l'offre. On le voit sur les deux cartes à gauche, c'est que si on veut se rendre à Cornavin, à la gare centrale de Genève, euh, en heure de pointe, alors malgré les congestions, en fait, depuis tout le territoire, on peut se rendre sans difficulté par la route à cette gare centrale. Par contre, en transport en commun, même aux heures de pointe, en fait, c'est très difficile. Et très rapidement, au-delà d'une première couronne où il y a un réseau de bus et de trams et même de TER, il est très difficile de se rendre au centre-ville autrement qu'en voiture. Donc, c'est vraiment les politiques et le tressage des mobilités publiques qui posent problème et qui se mettent en place. Il y a un comité transfrontalier qui justement essaye de trouver des solutions des deux côtés de la frontière, à la fois du point de vue des horaires, des connexions réseau, aussi des gestions tarifaires, parce qu'il faut que le billet qu'on prend là soit valable aussi là-bas. Et il y a deux départements français, l'un et la Haute-Savoie. Il y a deux cantons suisses, voire même peut-être un troisième avec le Valais qui est connecté. Donc c'est ces difficultés-là qui font que le transport en commun a de la peine à se mettre en place. Alors, l'eau circule et ne connaît pas les frontières. Cette carte-là, qui a l'air très simple, on voit les bassins versants de l'ensemble des rivières le long du lac, et le Rhône qui est pas très bien mis en valeur, mais qu'on voit un peu ici. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Et donc, cette carte qui a l'air très simple et très facile de lecture, qui permet de voir même peut-être les sommets des montagnes qui entourent, et surtout le phénomène de cuvette qui entoure Genève. Eh ben, cette carte a été très difficile à établir parce que même la connaissance du réseau hydrographique est complexe à travers la frontière. Alors l'eau, elle s'en fiche, hein, elle circule dans l'air. Pour les voitures, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a des coordinations, il y a faire un périphérique de Genève. Alors il y en a un qui a été fait, une première couronne, on la voit là pardon. On voit la première couronne de Genève, mais une part de cette couronne se trouve sur le territoire genevois, puis une part se trouve sur une autoroute française qui relie Saint-Julien à Annemasse. Donc il y a cette espèce il y a les logiques territoriales nationales et confédérales de part et d'autre de la frontière, et qui forment un objet urbain un peu particulier du point de vue du transport, et voilà, qui fait de la congestion de façon relativement importante à l'entrée de la ville le matin et le soir. Il faut savoir qu'à peu près, oui, 50% des emplois qui sont assurés par les voisins de l'Ain, du canton de Vaud, alors côté suisse, de la Haute-Savoie, plutôt à l'est, et puis au sud aussi de la Haute-Savoie. Et voilà, c'est-à-dire que le report modal, alors côté suisse, il se fait plus facilement, on le voit, hein, c'est de l'ordre de 30% pour ce qui vient de la Suisse, mais voilà, parce que les infrastructures existent et fonctionnent avec Genève qui est connectée à la Suisse. Il y a cette très forte liaison avec Lausanne par la voie ferrée. L'autoroute est saturée, mais le chemin de fer aussi est saturé. Côté français, on le voit tout de suite hein, sur les 150 000 personnes qui traversent la frontière, on va dire une moyenne de 10-12%, et selon les régions, prennent le transport en commun. Et c'est clair que ça fait des grosses difficultés pour le développement du territoire, mais aussi pour les mobilités. Il y a des gens qui peuvent avoir jusqu'à 45 minutes, une heure de transport pour atteindre leur lieu de travail.
Et les, ça fabrique, en fait, la frontière, ce qu'elle fabrique aussi d'un peu particulier par rapport à ce que connaissent les grandes villes. Jusqu'ici, on a montré des choses qui sont comparables sur les grandes villes ou sur les villes moyennes. Mais là, ce qui est tout à fait particulier, c'est qu'il y a une population qu'on appelle les frontaliers et qui doivent exister certainement dans toute zone frontalière avec un centre comme ça. Mais là, c'est quand même, je pense, assez particulier. Et on voit que sur la première couronne, 50% des emplois, les gens qui travaillent dans cette première couronne travaillent à Genève. Donc, vont se rendre vers le centre pour travailler. On voit ça se dilate, plus on s'éloigne, mais ça reste quand même très important. Et ce qui fait qu'en fait, on a à la fois du côté de français, on a des frontaliers qui sont pas tout à fait assimilés non plus aux populations locales, puisque ils ont un pouvoir d'achat plus important, parce qu'ils font monter les prix, donc ils sont relativement assez mal vus en fait du côté français. Et de la même manière, du côté suisse, mais moins du point de vue de l'habité, mais plus du point de vue du travail, c'est des, soi-disant, des travailleurs meilleurs marchés qui prennent les travaux, le travail que pourraient exercer les Genevois ou d'autres Suisses. Mais en fait, c'est pas le cas parce que, comme on le sait, il n'y a pas forcément à la fois, c'est pas qu'ils sont moins chers parce qu'ils sont payés comme les autres, et c'est pas non plus que tout le monde veut faire le travail qu'ils font. Donc voilà ce qui fabrique un peu il y a une espèce de troisième population qui vit, je pense même de façon assez, assez pénible quand même. C'est pas une vie facile quand on rentre le soir et qu'on sent, ou même dans les communautés. Moi, je vois à Saint-Julien, il y a vraiment une idée du frontalier qui est pas un Saint-Juliennois, quoi. Et de la même manière, quand on va au travail, le frontalier, c'est pas tout à fait, même à l'intérieur d'une boîte. Alors tout ça évolue favorablement. Et je pense que le transport est pas tout à fait étranger en fait à ça. C'est-à-dire que même la vision qu'on pouvait avoir dans la première moitié du XXe siècle, avec une vision du développement urbain genevois, avec un tressage des mobilités beaucoup plus important à la fois, même sur sur les cheminements avec des percées vertes et des modes doux, mais aussi sur le transport en commun plus lourd, avec des voies de chemin de fer. On voit que sur ce plan de 36, en fait, déjà, le CEVA était présent, qui avait été décidé en 1913 euh, au conseil communal de la ville de Genève, mais qui n'a été mis en œuvre, on le sait, que 100 ans plus tard, en ouverture en 2019, donc plus proche de nous maintenant. Et on pourrait regarder dans le détail, on le fera peut-être dans le débat, mais même d'autres collections qui n'existent même pas encore aujourd'hui. Donc, et ce qui fait que on avait cette vision un peu, voilà, d'une ville, de son aéroport, de sa périphérie, de sa ceinture verte, et puis après des communes voisines connectées, mais vraiment avec une image du centre qui se diffusait dans ce territoire. Ce que j'ai un peu oublié de dire, c'est qu'on l'a vu avec l'eau, mais c'est aussi un territoire qui a une identité géographique. C'est quand même très impressionnant parce qu'il est cerné en fait de montagnes qui n'appartiennent pas à Genève, qui sont sur territoire français, mais qui fabriquent en fait une espèce aussi d'identité géographique du lieu. Et si on regarde la carte de 1917 des transports en commun, eh ben, chacune de ces lignes noires que vous voyez sur la droite, sur la gauche, vous voyez l'évolution, on en parlera après. Chacune de ces lignes, en fait, était une concession privée et gérée chaque fois indépendamment. Et ces concessions allaient jusqu'au au pied du Salève, en passant par Annemasse, on le voit à l'est, allaient jusqu'à Gex, un truc. Enfin, aujourd'hui, on est très loin de cette desserte, euh, on va dire transfrontalière, de façon assez simple, parce que comme c'était des concessions indépendantes, voilà, chacun gérait sa concession et
et pouvait faire vivre son transport. Et je pense que à ce moment-là, dans cette première moitié du XXe siècle, enfin entre deux guerres, on va dire, on avait vraiment une fluidité entre le territoire qu'on a perdu depuis au moment où on a supprimé les lignes de tramway. Et pour la petite histoire, en fait, on a commencé à démolir les lignes dans les années 60. Alors, comme je vous disais, c'est des lignes qui ont été démolies parce qu'elles n'étaient pas elles n'étaient pas les lignes de tramway telles qu'on les entend aujourd'hui, avec un aménagement urbain de façade à façade, qu'on appelle même dans le monde entier des tramways à la française, mais étaient simplement une voie, une chaussée en fait empruntée par un petit tram qui ressemblait plus au tram de Lisbonne au bombardier qu'on a aujourd'hui et qui traverse nos villes avec des capacités incroyables de presque 3000 véhicules, de 3000 passagers par heure. Et voilà, donc dans les années 60, ça a été démantelé très vite, le réseau, parce qu'il était désuet et léger en fait. Et puis, on le voit sur la carte à gauche qui s'anime. En fait, chaque ligne de tramway met à peu près 10 ans. C'est un financement transfrontalier. Alors, bien sûr, la Suisse participe beaucoup et la France aussi. Et ces lignes reprennent petit à petit, mais il a fallu presque 30 ans pour atteindre un niveau qui est à peu près 50% de la desserte qu'on avait au début du XXe siècle. Voilà, on a encore 30 belles années devant nous pour développer le transport transfrontalier. Alors moi, je vais vous parler un peu d'un cas un peu, parce que je le connais, hein, qui est le cas de l'extension de la ligne 15. On voit hein, les différentes lignes en développement sur le territoire genevois. Donc il y a cette ligne 15 qui va aujourd'hui, on va dire, de Palette jusqu'à Nation et qui a un projet d'extension jusqu'à l'aéroport Épernay, côté au nord-ouest, au sud-ouest jusqu'à Saint-Julien. Et puis après, il y a d'autres lignes, donc celle d'Annemasse qui va maintenant, qui est réalisée et qui va jusqu'au Glières. Il y a aussi le prolongement de la ligne 14 qui va maintenant jusqu'à Mérin et Mérin Village et qui sera prolongé jusqu'à Saint-Genis-Mairie. Et puis il y a le prolongement aussi de la ligne 14 dans l'autre sens, qui aujourd'hui s'arrête à, à Bernay et qui va se prolonger jusqu'à Bernay-Vailly. Ça change un peu le point de vue sur ce territoire. C'est-à-dire que là, on est à Saint-Julien, on est un peu au-dessus de Saint-Julien, et on regarde le lac, et on traverse la campagne genevoise, et on voit la ville. Et c'est une ville où, en fait, c'est petite commune, petite, il y a quand même 20 000 habitants bientôt à Saint-Julien. Hein. Moi, quand je l'ai connu il y a 15 ans, et qu'on a commencé à travailler sur ce tram, il y avait 12 000 habitants. Et donc cette commune qui a une croissance aussi très importante, ben, elle essaye d'exister dans son territoire en préservant une ceinture verte, en préservant aussi ses petits villages. En fait, les villages que vous voyez à la périphérie sont aussi des villages de la commune. Et j'aime bien cette image parce que en fait, vous voyez que les deux villages qui sont au premier plan, qui sont sur territoire français, en fait, vous avez la plaine de l'Air avec le parc célèbre de l'atelier des Combes Rampigny de la plaine de l'Air qui va aller se jeter dans l'Arve là-bas. Et puis le prochain village, ben, ici, c'est Certoux. Et puis ici, c'est Perly. Et en fait, ces villages qui fonctionnent oui, comme des satellites de Saint-Julien, ben, en fait, on les différencie pas parce qu'ils sont sur un territoire ou sur l'autre. Ils fonctionnent plutôt dans un réseau permet de rejoindre Saint-Julien et puis après de rejoindre Genève avec des transports en commun. Et voilà, pour, euh, pour, pour finir sur cette question, c'est-à-dire que, et puis ouvrir le débat sur cette question, on a un tramway qui est l'extension d'une grande ligne, vous l'avez vu, qui va nous permettre d'aller jusqu'à la place des Nations, puis ensuite l'aéroport, voire même
fermait Voltaire. Mais c'est aussi un territoire euh, à l'échelle des gens qui l'habitent et qui fonctionne déjà assez fortement avec une voie historique hein, qui relie ces villages, vous les voyez, hein, ici c'est Perly, là c'est Certoux, vous voyez pas les autres, mais on les retrouve ici. Et en fait, les interrelations entre la frontière est ici, les interrelations existent déjà. Vous savez que l'essence est beaucoup moins chère en Suisse, sauf pendant la période où ça a été subventionné. L'essence est beaucoup moins chère en Suisse qu'en France. Donc en fait, le long ici de Perly, vous avez toutes les deux parcelles, vous avez une station d'essence avec de l'essence qui est 20% moins chère qu'en France. Le jour où l'essence était plus chère en Suisse, en Suisse qu'en France, quand il y a eu le moment de subvention avec la crise récente, en fait, les gens ne pouvaient plus s'approvisionner en essence parce que les Français n'allaient pas faire le plein en Suisse comme ils le faisaient d'habitude. Les Suisses ne trouvaient pas de station d'essence en France à proximité parce que l'infrastructure. Donc, ces équilibres économiques qui sont régis à l'échelle nationale, c'est un exemple, hein, eh ben, ils font un fonctionnement local avec quand il y a des crises ou des inversions qui créent des frictions importantes, mais aussi des dynamiques entre les gens. C'est-à-dire que la ligne de bus qui était considérée comme une ligne de bus, le bus D, qui était considérée comme une ligne de bus, on va dire, anecdotique, puisque tout le monde préférait la voiture, bah, elle avait une régularité enfin, elle avait un rythme toutes les 15 minutes. Du moment où on l'a passé à 6 minutes, eh ben, les gens, ils savent qu'ils peuvent prendre le bus. Et demain, quand il y aura la ligne de tramway, on sera à 3 ou 6 minutes. Et donc, la fréquentation du transport, elle est aussi liée à voilà, à l'investissement et du rythme qu'on donne à la desserte. Donc voilà, c'est cette ligne qui va à la fois faire que depuis Saint-Julien, on pourra mettre 45 minutes pour aller à l'aéroport, ce qui est impossible aujourd'hui en heure de pointe en transport en commun, même ou en voiture encore moins. Et puis en même temps, qui va fabriquer plein de petites relations avec un travail fin en fait sur l'espace public. Et c'est ça aussi qui change un peu, c'est que c'est pas juste un système de transport, mais c'est aussi un système de rénovation urbaine. Et on le voit déjà, c'est-à-dire que avec les annonces maintenant qui vont arriver, je pense d'ici à la fin du mois, que la ligne va bien être prolongée d'ici à 2025. Eh ben, on est en train de réaliser le premier tronçon. Ben, du coup, le quartier des Cherpines, qui était euh, en, un peu en jachère, se met en route. On voit tous les développements, le développement au droit de la gare à Saint-Julien, mais aussi la restructuration du parking en îlot de développement au droit de la douane à Saint-Julien, ben, se mettent en place et voilà, on a un potentiel de vie linéaire, un peu comme la rêvait Oriane Matta, mais qui se développe le long de cet axe. Voilà. Très bien, ben, merci beaucoup Olivier. C'est bizarre, j'ai mon écran tout bleu. Euh, merci beaucoup pour ce bel exposé. Donc, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais je rappelle donc que si on filme tous ces rendez-vous, et aujourd'hui on est donc dans le 19e rendez-vous de la SFU, c'est pour les mettre sur notre chaîne YouTube, qui est que vous trouvez sur l'adresse SFU-Société française des urbanistes. Donc voilà, je vous invite tous à rallumer vos micros et vos caméras. Olivier, peut-être tu peux arrêter la présentation, on la remettra s'il y a besoin de support pour la discussion. Et donc voilà, si quelqu'un veut commencer à ouvrir le débat, moi j'ai plein de questions et plein de choses à dire, mais je laisse peut-être commencer par un petit tour de table.